All rise. Oui, vous l'avez. The International Criminal Court is now in session. Lord John de Panel International at 08. Please be seated. Veuillez vous asseoir. La juge présidente, bonjour à tous. Madame la greffière d'audience, auriez-vous l'amabilité d'annoncer l'affaire, s'il vous plaît? Greffière d'audience, bonjour Madame la présidente, Madame, Messieurs les juges. Il s'agit de la situation en République centrafricaine 2 en l'affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelkani, référence de l'affaire ICC 01 14 01 21. Et nous sommes en audience publique. La présidente, merci beaucoup Madame la greffière d'audience. Puis-je demander au parti de bien vouloir se présenter en commençant par l'accusation? Bonjour Madame la présidente, Madame, Messieurs les juges. Le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par moi-même, procureur adjoint Mam Ndiaye Niang. À mes côtés, j'ai Madame le substitut principal Olo Makwaya. J'ai les substituts M. Thomas Bifouoli, Madame Marie-Jeanne Sardachi, Madame Brunhilde Le Bailly et Madame Vanessa Gray. J'ai aussi les substituts adjoints Madame Sagnon Ndagire et Madame Anousha Rao. Et enfin, j'ai les analystes Madame Hilary Daye et Madame Alessia Vitello. Merci. La présidente, je vous remercie, monsieur le procureur. Les victimes, Maître Pellet, puis-je vous demander de présenter votre équipe? Merci Madame la Présidente. Les victimes sont représentées par Maître Gilles Dibert, Bécoy, à mes côtés, par Tars von Litzenborg et par Adeline Bédoucha et par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Thank you very much, Ms. Pellet. La présidente, merci Maître Pellet. La défense maintenant, Maître Naouri, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, bonjour. Alors, à côté de moi, nous avons Maître Jacobs et Maître François Jacquemin. Derrière moi, nous avons Emma Conti, Emma Roux-Houck et Agathe Saint-Giron. Et nous avons aussi dans la cour en ce moment qui nous suivent du bureau, Fiana Gantry et Nolwenn Moniquet. Et quant à moi, je suis Jennifer Naouri, conseil principal de Monsieur Saïd. Thank you. La juge présidente, merci Maître Naouri. Au fin du compte-rendu, je note que Monsieur Saïd est dans le prétoire. Bonjour à vous, Monsieur Saïd, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour Madame la juge présidente. Good morning. La juge présidente, bonjour. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans la salle d'audience et autour de la salle d'audience, ainsi qu'à ceux qui nous suivent en ligne, notamment ceux qui se trouvent en République centrafricaine. Au cours des prochains jours, nous entendrons les conclusions orales des parties et des participants dans cette affaire. Comme cela est précisé dans la 4e décision relative à la conduite de la procédure et dans l'ordonnance portant calendrier de la présentation des conclusions orales, nous allons donner la parole à l'accusation qui disposera de 90 minutes pour répondre à des points précis soulevés par la défense dans son mémoire final. Cela suivi d'une période de 60 minutes pour résumer, récapituler et faire d'ultimes arguments, présenter d'ultimes arguments. Ensuite, nous entendrons les présentations des
représentant le groupe des victimes qui disposeront de 30 minutes pour leur conclusion finale. Après cela, la Chambre lèvera l'audience et nous entendrons la défense demain. Avant de me tourner vers la défense, l'accusation, j'aurai quelques questions d'intendance à signaler. Le greffe suivra de près la durée des présentations et informera la Chambre avant la fin du temps attribué aux parties. De plus, la Chambre s'attend à ce que les parties et les participants fassent leur présentation en audience publique. Et à cet égard, la Chambre rappelle sa décision relative aux mémoires finaux, dans laquelle décision elle autorisait les parties et les participants de faire référence à des informations confidentielles pourvu qu'elles ne révèlent pas l'identité des témoins protégés ou ni ne compromettent leur sécurité. Enfin, je rappelle à tout un chacun l'importance de parler lentement afin que les interprètes et les sténotypistes puissent faire leur travail correctement. Et sur ce, je donne la parole à Monsieur le procureur. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, dans quelques semaines, plus précisément le 28 décembre prochain, la République centrafricaine organisera des élections pour choisir de nouveaux représentants pour ces institutions. Et il est heureux qu'au moment où ce pays, encore meurtri par la guerre civile des années 2012 à 2014, cherche à clore ce chapitre douloureux de son histoire. Donc je disais qu'il est heureux que la Cour pénale internationale soit au rendez-vous. Un rendez-vous peut-être un peu décalé, mais un rendez-vous qui n'est pas tardif. Un rendez-vous pour dire aux contemporains de ce conflit que la conquête ou la conservation du pouvoir ne saurait justifier le massacre d'une partie de la population. Donc cette partie de la population réduite à une identité ethnico-religieuse et qui pour cela aura été déclarée ennemie du peuple centrafricain. Bon, selon le camp politique auquel on appartient. Ces camps politiques, c'est le groupe Seleka, c'est le groupe anti-Balaka. J'étais ici, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, j'étais ici dans cette même salle d'audience il y a à peine 2 mois pour recueillir le verdict dans l'affaire Yakatom Ngaïsona, 2 figures emblématiques de la faction anti-Balaka. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de conduire l'équipe du bureau du procureur pour présenter nos réquisitions finales contre une figure de l'autre faction, chez Mohamed Saïd Abdel Kani. Les charges que nous portons contre M. Saïd concernent les violences inouïes, des persécutions contre des individus considérés ou perçus comme pro-bozizés et des crimes atroces perpétrés par les Seleka en 2013, particulièrement dans la capitale, Bangui. Dans nos différentes écritures déposées devant votre Chambre et dans nos plaidoiries dans ce procès, l'accusation a présenté des preuves démontrant, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé, M. Saïd, a perpétré, avec d'autres, ordonné ou encouragé
les 7 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, ma collègue Makwaya, dont vous êtes familière parce que c'est elle qui a conduit ce procès devant vous et qui prendra la parole à ma suite, elle vous dira en quoi la preuve que nous avons produite établit les charges retenues contre M. Saïd. Et comme vous l'avez aussi prescrit, elle s'évertuera à répondre à certaines des questions qui ont été posées dans les mémoires de la défense. Et je me dois de souligner encore que cette phase de plaidoirie d'aujourd'hui est une étape très importante de l'affaire. C'est un moment de la procédure qui nous rapproche de plus en plus de cette phase décisive d'établissement de la vérité judiciaire sur les faits très graves reprochés à l'accusé. Mener à terme les poursuites à l'encontre de M. Saïd et situer les responsabilités sur les événements douloureux ayant déchiré la République centrafricaine entre le 12 avril et le 30 août 2013, ceci reste plus que jamais nécessaire. Durant ce procès, notre bureau n'a jamais varié dans sa démarche. Nous avons tout mis en œuvre pour que justice soit rendue aux victimes des atrocités perpétrées dans cette situation par toutes les parties au conflit. Nous avons pu avancer dans cette procédure grâce à la contribution essentielle de tous ces acteurs clés. Et vous avez pu entendre, mesdames, messieurs les juges, en 121 jours d'audience, les récits de 81 témoins, dont 25 qui ont comparu ici, donc que vous avez entendu viva voce, et 33 en vertu de la règle 68.3. Ça a été un gros travail, ça a été vraiment un gros travail. Mais ce travail titanesque n'a pu être effectué que grâce à la participation de tous, au nombre desquels je veux citer les victimes et aussi les communautés affectées en Centrafrique. Elles ont collaboré avec courage et détermination à l'œuvre de justice. Les autorités centrafricaines aussi, les acteurs de la société civile aussi. Et ensuite, aucun des acteurs, je dois dire, n'a été en reste. Et je voudrais encore ici leur rendre hommage. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, au cours de ce procès qui s'est ouvert le 26 septembre 2022, comme je l'ai indiqué, l'accusation a présenté des preuves que nous croyons solides et établi au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé, M. Saïd, a perpétré, ordonné ou encouragé les crimes visés dans ces 7 chefs d'accusation pour des motifs relatifs aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par la faction Seleka. La scène de crime. La scène de crime, c'est l'Office central de répression du banditisme, connu sous le sigle de OCRB, et plus familièrement OCRB en anglais. Il a été déterminé, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Saïd est responsable de ces graves crimes par sa contribution essentielle à un plan commun avec d'autres membres de haut rang de la coalition Seleka. Ces crimes ont visé les partisans présumés de Bozizé, qui ont été arrêtés, détenus, et se sont vus infliger de mauvais traitements de tous les ordres à l'OCRB. Vous entendrez de mes collègues
la description du rôle important joué par l'accusé en tant que membre de haut rang de la coalition Seleka, à la tête des opérations au sein de cet office. L'accusation reviendra sur les extraits de témoins clés du bureau du procureur qui ont subi d'atroces sévices commis par l'accusé et les Seleka lors de leur arrestation ou lors de leur détention dans les locaux de cet office. L'accusation vous présentera des documents écrits signés de Saïd lui-même, documents qui attestent du plein contrôle qu'il exerçait sur les victimes détenues dans des conditions inhumaines. Vous entendrez les extraits de témoignages établissant sa participation directe dans les sévices infligés. Les victimes de ces crimes ont été pour cible, elles ont été arrêtées de manière arbitraire pour des motifs d'ordre politique, ethnique, religieux ou basés sur le genre. Les preuves présentées dans ce procès établissent que les victimes de ces crimes commis par M. Saïd étaient principalement de confession chrétienne et de sexe masculin. Elles appartenaient aux ethnies Gbaya, Manjda ou Banda et résidaient majoritairement dans les quartiers de Bangui, tels que le quartier Boy Rab. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, les faits qui vous ont été présentés par l'accusation se sont déroulés dans le cadre d'un conflit armé non international qui a eu pour théâtre Bangui à travers d'intenses hostilités entre Seleka et forces proboscisées entre la fin 2012 et le 10 janvier 2014 au moins. L'accusation a établi qu'au cours de ces hostilités, des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ont été victimes de terribles exactions commises par les Seleka. Parmi les nombreuses victimes, des femmes ont été violées, parfois en présence de leurs enfants, au motif d'une prétendue affiliation de leur mari avec les forces pro-bosisées. De jeunes enfants d'à peine 4 ans ont dû être amputés suite au tir d'un engin explosif sur une église dans un quartier populaire considéré comme favorable à Bosisé. Les souffrances aiguës de toutes les victimes et de leurs proches résonnent encore dans ce prétoire. Les attentes de justice dans ce procès peuvent encore se lire sur le visage de ces victimes. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, ce jour est un moment fort, d'une importance cruciale, d'une importance capitale pour les victimes, les communautés affectées et la population centrafricaine qui attendent depuis longtemps que justice soit rendue dans cette affaire contre M. Saïd Abdelghana. Je suis confiant que cette justice leur sera rendue au terme de nos réquisitions et des différentes réponses des parties que vous entendrez aujourd'hui et demain. C'est sur ces mots que je conclus mon propos liminaire pour passer la parole à ma collègue Madame Olo Makwaya. Et je vous remercie de votre attention, Mesdames, Messieurs les juges. Thank you. La juge présidente, merci infiniment, monsieur le procureur. Madame Makwaya, vous avez la parole. Miss McQuay,
Un instant, Madame Makwaya. Peut-être conviendrait-il d'apporter une correction à la transcription. Je ne sais pas à quel moment exactement, mais je crois comprendre que dans les versions anglaises et françaises de la transcription, à la ligne 13, il est fait mention de l'année 2014. Je pense que le procureur parlait de la responsabilité pour les crimes commis en République centrafricaine entre la période du 12 avril et du 30 août. Mais l'année qui apparaît là, c'est 2014. Est-ce que vous confirmez que vous avez bien voulu dire 2014 ou 2013, août 2013, monsieur le procureur? Est-ce que vous pouvez confirmer? C'était bien 2013, Madame la Présidente. La juge présidente, merci beaucoup pour cette précision. Parce que la période que nous vivons en 2013, Thank you very much for that clarification. La juge présidente, merci beaucoup pour cette précision. Madame Makwaya, vous avez la parole. Thank you, Madam President. Your Honors, good morning. Madame Makwaya, merci Madame la présidente, Madame, Messieurs les juges. Avant de commencer, Madame la présidente, le canal évidence ne fonctionne pas. Or, pour cette portion de notre présentation, nous n'aurons pas besoin du pavé évidence, mais nous en aurons besoin tout à l'heure. Donc, je demanderai une assistance, s'il vous plaît. La juge présidente, la greffière d'audience viendra à votre secours. Before I start, Avant que je ne commence, Madame la présidente, permettez-moi de préciser de quelle manière nous avons l'intention de présenter nos arguments, s'agissant des arguments présentés par la défense dans sa mémoire finale. Je vais commencer en abordant quelques questions relatives à des éléments de preuve. Madame Anoucha Rawa parlera quant à elle de questions relatives au conflit armé non international. Elle sera suivie par Madame Marie-Jeanne Sardachti qui parlera de 4 incidents. Et pour conclure, c'est Monsieur Thomas Bifoli qui traitera des questions relatives au mode de responsabilité. Et à la fin de la présentation de nos conclusions, c'est Madame Ndaguiré qui prendra la parole. Et sur ce, je vais commencer. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, la défense a soulevé un certain nombre de questions, a fait un certain nombre d'affirmations s'agissant de la connaissance qu'avait M. Saïd de la gestion et de la formation de l'ancien gouvernement Seleka et même de la coalition. Notre réponse à cela est très simple, Madame la Présidente. Cette affaire n'est pas une affaire à l'encontre de la coalition Seleka. Ce n'est pas non plus une affaire contre le gouvernement mené par la coalition Seleka. C'est une affaire à l'encontre de M. Mahamat Saïd Abdelkani pour son comportement et ses actes pendant la période visée par les charges. Monsieur le procureur vous a expliqué qu'il fait face à 7 chefs d'accusation. Je vais commencer par une question relative aux preuves qui a été présentée à plusieurs reprises dans le mémoire final s'agissant des éléments de preuve présentés par l'accusation. La défense prétend qu'elle manque de corroboration et qu'elle n'est pas cohérente et qu'elle ne soutient pas et que donc ces arguments montrent que la thèse de l'accusation n'est pas solide. La défense s'inscrit en faux également contre ce qu'elle considère comme un manque de preuves criminalistiques, ce qui sape le fondement de la thèse de l'accusation. Encore une fois, notre position est très simple. Ces questions sont réglées du point de vue juridique et votre Chambre dispose du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour apprécier les éléments de preuve qui ont été présentés devant vous parce que vous allez le faire d'une manière holistique.
et vous allez vous pencher sur des questions relatives à la crédibilité et la fiabilité des dépositions de témoins. En outre, Madame la Présidente, la corroboration n'est pas requise en droit. Et à cet égard, permettez-moi de vous renvoyer à l'affaire Lubanga, à l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Lubanga, au paragraphe 218, à l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Bemba et consorts, paragraphe 1084, et la décision en appel dans l'affaire Ngujolo, paragraphe 18. Et je rappellerai que le statut de Rome ne fait pas l'obligation de présenter des éléments corroborant ces arguments. Conformément aux où les incohérences notées dans les témoignages des témoins ne constituent pas un critère de fiabilité. Et là, je vous renvoie à la décision en appel, en commençant par l'affaire Ngujolo, au paragraphe 168, et l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Ntaganda, paragraphe 806. S'agissant de la question de savoir si le manque d'éléments de preuve criminalistiques affaiblit la thèse de l'accusation, eh bien non, la réponse est non. Les preuves criminalistiques ne sont pas nécessaires pour prouver un crime qui relève de la compétence du statut de Rome. Et permettez-moi de faire référence maintenant à l'affaire Ongwen, paragraphe 1471, 1472. Jugement dans Ongwen. Je vous fais référence également au jugement de première instance de Moussema et de la décision relative à la fixation de la peine, paragraphe 52. J'ai oublié de préciser, Madame la Présidente, que toutes ces décisions sont énumérées dans notre liste de sources pour vous faciliter leur consultation. Madame la Présidente, en appréciant les éléments de preuve qui ont été présentés devant vous, je vous rappelle, ou vous vous rappellerez que de nombreux témoins venus déposer devant vous ont été victimes des crimes horribles commis par Saïd. Par exemple, les témoins P547, 481 et d'autres que vous avez eu la possibilité d'entendre. Vous vous rappellerez également la jurisprudence constante qui veut que l'impact des traumatismes subis et le temps écoulé depuis les faits puissent avoir une influence sur la capacité du témoin à se rappeler les faits. Ces deux facteurs peuvent être une source de manque de clarté de la preuve présentée. Nous faisons valoir que lors de votre appréciation de l'ensemble des éléments de preuve à charge, vous puissiez vous pouvez tenir dûment compte de tous ces indices qui peuvent influer sur la déposition d'un témoin. La preuve doit être appréciée de manière holistique, dans son entièreté, et non de façon parcellaire. Je vous renvoie également à la jurisprudence citée dans notre liste des sources juridiques, notamment au jugement en l'affaire Bemba et consorts, paragraphe 203, le jugement Alassane, paragraphe 40 et 41, le jugement de première instance dans l'affaire Yekatomenga et Sona, au paragraphe 201, également dans le jugement de première instance en l'affaire Ongwen, paragraphe 258. Honorable juge, nous faisons valoir que la défense a adopté une approche parcellaire de la preuve. Elle a disséqué pour nourrir son argumentaire qui n'est pas été en droit et qui, partant, n'a pas pu ébranler la solidité de l'ensemble des éléments de preuve présentés par le procureur au cours du procès. Éléments de preuve qui, disons-nous, établissent la responsabilité de M. Saïd pour les crimes qui lui sont reprochés. Je vais vous renvoyer au paragraphe où ces assertions ont été formulées dans le mémoire de la défense. Étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, ces allégations faites par la partie adverse peut se retrouver au paragraphe
95, 120, 127, 417, etc., s'agissant de la corroboration. Au paragraphe 317, 324, 328, 433, etc., au sujet des incohérences. S'agissant de l'absence de preuves scientifiques ou criminalistiques, les citations se retrouvent au paragraphe 4. Vous vous rappellerez, Madame, Messieurs les juges, le témoignage enquêteur du bureau du procureur qui a indiqué clairement qu'il n'était pas absolument nécessaire de mener, ou plutôt de présenter des preuves scientifiques si d'autres éléments de preuve directes corroborés existaient. Et elle a donné un exemple de cet incident en contre-interrogatoire. En conclusion, nous concluons que les assertions de la défense relatives à des questions qui en fait constituent certains de nombreux facteurs que vous retrouverez dans la jurisprudence citée devraient être prises en compte pour une évaluation holistique des témoignages à charge. Et nous vous demandons de ne pas adopter l'approche de la défense qui consiste à prendre les témoignages de façon isolée en les disséquant ligne par ligne et en adoptant une approche parcellaire. Je passe maintenant à une autre question concernant les incidents DEK. Le 20 octobre 2025, récemment, nous avons dit à la Chambre que les incidents DEK ont été présentés à la Chambre et le procureur n'a pas l'intention de retirer ces incidents qui sont soumis à votre examen. Et ces incidents se retrouvent dans le document de confirmation des charges, tel que confirmé par la Chambre préliminaire au paragraphe 29D et K de la décision de confirmation des charges. Nous l'avons clarifié dans notre réponse, Madame la Présidente, qu'il existe suffisamment de preuves au dossier permettant d'établir ces deux incidents. Les deux victimes de ces allégations, il est vrai, n'ont pas comparu devant la Chambre car elles ont refusé de le faire, elles ont refusé de témoigner pour les raisons que nous avons présentées à la Chambre. Toutefois, les allégations ont été établies au regard des autres éléments de preuve versés au dossier. S'agissant de l'assertion relative à l'absence d'éléments de preuve établissant le rôle et la responsabilité de M. Saïd dans ces deux incidents, le procureur renvoie la Chambre aux éléments de preuve mentionnés au paragraphe 105 à 123 de son mémoire final, portant sur le rôle de M. Saïd à l'époque visé par les charges. Et sur cette base, sur la base de ces éléments de preuve, nous soutenons qu'on peut tirer une inférence raisonnable de la responsabilité pénale individuelle de M. Saïd s'agissant de la détention de P0645 et de P2172 à l'OCRB. Je vais maintenant passer à une autre question abordée par la défense concernant le CEDAD. Le CEDAD, en tant qu'incident non visé dans les charges, aux fins des éléments contextuels des crimes contre l'humanité. Vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les juges, que s'agissant des éléments de preuve liés à la CEDAD, ils ont été énoncés au paragraphe 72 à 75 de notre mémoire finale dans la section sur les éléments contextuels des crimes contre l'humanité. La défense affirme au paragraphe 144 et 146 de leur mémoire que le procureur ou que l'accusation a réintroduit les charges en prenant en compte des éléments de preuve relatifs au CEDAD pour établir qu'une attaque
avait eu lieu au sens des articles 7.1 et 7.2a du statut. Telle est la position de la défense. Et elle est inopportune. Le procureur n'a pas réintroduit les charges en prenant en compte des éléments de preuve relatifs au CEDAD. Comme énoncé dans la jurisprudence de la Cour, il est permis de prendre en compte des incidents non visés dans les charges aux fins d'une attaque en vertu de l'article 7.1 du statut, dès lors que ces incidents relèvent de la portée temporelle et géographique des charges. Je vous renvoie ici à la décision relative à la confirmation des charges dans l'affaire Ntaganda, ainsi que à notre liste des sources juridiques, particulièrement au paragraphe 23. After all is considered and said, Madam President, Your Honours, the defense at the end of the day has been on Au demeurant, mesdames et messieurs les juges, notice la défense geographical scope of the attack était informée de at paragraph la portée temporelle et géographique de l'attaque soumise à votre examen au paragraphe 60 paragraph 60 of the confirmation decision. de la décision de confirmation des charges. This took place in 2021. There've been a notice. Ceci s'est passé en 2021. Ça fait 2 ans et ils ont suffisamment été informés. I will just give a bit of context, Madam. Et je vais donner quelques éléments de contexte. Madame la Présidente, cette attaque a été décrite comme étant un comportement adopté Until at least November 2013. d'avril 2013 au moins à novembre 2013 au moins à l'encontre d'une population civile de Bangui So it's covered. considérée comme acquise à la cause de Bozizé. Donc cet incident In the case at est couvert par le champ temporel. contention does not warrant any further consideration. Mesdames, Messieurs les juges, cette assertion ne mérite pas d'être examinée plus avant. Il ne fait aucun doute que la détention des présumés partisans pro-Bozizé et le mauvais traitement à eux infligé au CEDAD entre la mi-septembre 2013 et le 8 novembre 2013 à Bangui relève pleinement de la portée temporelle et géographique de l'attaque, telle que cela a été conclu au paragraphe 60 de la décision de confirmation des charges. Je vais conclure sur ce point, honorable juge, en disant que l'accusation n'a commis aucune erreur en soutenant que cet incident non visé dans les charges s'inscrit dans le cadre de l'attaque menée par la Seleka contre les présumés partisans pro-Bozizé au moins d'avril 2013 à novembre 2013 au moins. Je vais passer maintenant à un autre grief soulevé par la défense dans son mémoire concernant la portée de l'application, le champ d'application des chefs 2 à 4. Au paragraphe 562 à 563 de son mémoire final, la défense conteste le champ d'application des chefs d'accusation 2 et 4, tel que résumé dans notre mémoire en clôture. Donc, la défense soutient que la Chambre préliminaire n'a confirmé les chefs 2 à 4 qu'en relation ou que pour 5 incidents. Il s'agit des incidents B, E, H, M et Q. Mesdames, Messieurs les juges, la défense propose une interprétation erronée des charges. Telle est notre position. Les chefs 2 à 4, tels que formulés dans la décision de confirmation des charges, contient une liste non exhaustive des incidents confirmés. Et je vais me répéter, la décision de confirmation des charges contient une liste non exhaustive des incidents confirmés. Selon le résumé qui en est donné, entre guillemets, incidents qui sont soumis à l'examen de votre Chambre.
Donc, revenons à la décision de confirmation de la portée des charges, paragraphe 25, la cote ICC 01-1401-21-462, paragraphe 25, vous avez confirmé que la portée des charges en l'espèce se limite aux incidents précis visés dans la décision de confirmation des charges. Toutefois, aux fins des chefs 2 à 4, ceci inclut non seulement la victimisation qui est mentionnée, mais également la victimisation d'autres personnes pour autant, et je souligne, pour autant que ces personnes aient également été citées au paragraphe 29 de la décision de confirmation des charges. Honorable juge, selon la Chambre préliminaire, la portée des champs 2 à 4 ne se limitait pas aux incidents mentionnés dans la décision de confirmation des charges. Une interprétation étayée par la Chambre d'appel en l'affaire Ntaganda. Je vous renvoie à la décision de la Chambre préliminaire ICC /01 01/14 /01/21, paragraphe 16 à 24. Je vous renvoie également à l'arrêt Ntaganda, paragraphe 326, et au jugement de première instance en l'affaire Ntaganda, au paragraphe 37, 40 et 41. Nous faisons valoir en conséquence, honorable juge, que les assertions de la défense ne devraient pas être examinées plus avant. Dans son mémoire, la défense a également dénaturé les éléments de preuve qui ont été présentés par les témoins à charge, et ce à plusieurs reprises, dans une tentative visant à discréditer les témoignages à charge au procès, avancés au procès pour établir les crimes tels qu'imputés. Le procureur a présenté un ensemble de preuves solides soumis à votre examen une fois que vous entrerez en délibéré. Nous avons choisi quelques exemples saillants tirés du mémoire de la défense pour montrer l'ampleur de la déformation par la défense des éléments de preuve. Je vous donne un exemple. Au paragraphe 180 à 184 du mémoire final de la défense soutient que P1339 ne savait pas ce qui se passait à Zongo et n'avait pas non plus participé aux discussions entre militaires. La manière dont cette assertion est avancée dénature totalement le témoignage concerné. La défense s'est contentée de prendre une ligne de sa réponse et s'y est fondée. La preuve relative aux anti-Balaka a été évaluée isolément et non au regard de l'ensemble de la déposition du témoin, d'où l'évaluation erronée faite par la défense. Vous vous rappellerez que le témoin en question a indiqué qu'après l'attaque de mars 2013, il s'est enfui à Zongo où il a vu les soldats discuter entre eux. S'il n'était pas conscient de tout ce qui se passait,
Il a parlé de ses interactions avec des individus, ce qui l'a conduit à rejoindre les anti-Balaka. Donc, je vous renvoie ici à le compte-rendu d'audience T131, colonne 10, ligne 20, colonne 10 à 22. Nous n'allons pas nous appesantir plus avant sur cette déposition. Passons au paragraphe 520 à 24 du mémoire final. La défense indique que le récit du témoin P547 ne contient aucune mention de Saïd, l'accusé devant vous aujourd'hui. Ça, c'est une autre dénaturation de la preuve. P547 a dit avoir vu M. Saïd à plusieurs reprises à l'OCRB. Il a identifié sur des photos qui lui ont été présentées ici à l'audience, telles que référencées au paragraphe 219 de notre mémoire, et a indiqué et vous a parlé de long en large de son rôle et du contrôle qu'il exerçait sur les détenus à l'OCRB. Je vous renvoie là au compte-rendu d'audience des T19, T12 et T19, tel que cela vous a été soumis. Madame, Messieurs les juges, le témoignage de P0545 doit être évalué dans le contexte des autres éléments de preuve relatifs aux détentions à l'OCRB à l'époque des charges. Par exemple, la déposition de P0547 sur la cellule souterraine corrobore la preuve de nombreux autres témoins, P3056 et P24218, pour ne citer que cela. Honorable juge, je fais valoir que non seulement la défense n'a pas considéré la preuve de manière holistique, mais elle vous a présenté une interprétation erronée de la preuve invoquée à l'appui des charges. Cela dit, j'en ai terminé avec cette partie de notre mémoire. Je passe la parole à Anoucha Hawa qui va nous parler des questions relatives au conflit armé non international. Merci infiniment, Madame le procureur. La présidente. Madame Hawa, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Honorable juge, aujourd'hui, je vais aborder les questions principales découlant du mémoire de la défense, notamment en ce qui concerne les crimes de guerre. Comme la Chambre en a conscience, comme la Chambre le sait, notre position sur ces questions est énoncée en détail aux pages 5 à 27 de notre mémoire. Les arguments de la défense sur les crimes de guerre rentrent dans 4 grandes catégories. Tout d'abord, le poids à accorder au témoignage des témoins à des charges P015 et P0022. Deuxièmement, l'absence d'organisation alléguée des anti-Balaka et des Seleka. Troisièmement, selon la défense, il n'y avait aucune confrontation armée avant septembre 2013. Et quatrièmement, les arguments de la défense concernant la connaissance qu'avait M. Saïd. Je vais passer maintenant à la première question. Honorable juge, au paragraphe 157 à 165, la défense affirme que le procureur a asséné son narratif sans présenter aux témoins des faits à commenter. Très respectueusement, nous sommes en désaccord sur ce point. Vous vous rappelez que P0015 a été cité comme témoin des faits. Des faits pertinents lui ont été dûment présentés en contre-interrogatoire. Toutefois, ces réponses ont révélé d'importantes lacunes dans sa connaissance des questions essentielles à l'affaire. Je vous renvoie à la transcription version anglaise T136, page 4 à 6.
Dans ce compte rendu d'audience, vous vous souviendrez que P0015 a admis n'avoir aucune information du tout sur la question de savoir si un accord de paix avait été conclu entre les forces pro-Bozizé et les Séléka. Après le 24 mars 2013, elle a dit ne pas savoir où les forces pro-Bozizé s'étaient enfuies, s'ils avaient recruté des nouveaux membres, s'ils les avaient formés. Et le témoin a admis ne rien savoir de la réorganisation des forces Bozizé. Et les mêmes déficiences s'appliquent à P0022. Témoin des faits elle-même, elle n'a aucune connaissance des événements pertinents à l'affaire. Vous vous souviendrez qu'elle a dit qu'elle était en Centrafrique pour 2 semaines seulement. Je vous renvoie ici à ses réponses. Transcription anglaise T134, pages 57 et 70. Le témoin a admis n'avoir jamais entendu parler de l'OCRB. Elle a dit n'avoir aucune connaissance des bases de la Séléka à Bangui. En revanche, Mesdames, Messieurs les juges, nous avons versé au dossier une abondance de preuves de témoins de l'intérieur et des victimes et qui contredisent les témoins à décharge sur chaque point essentiel. Je vous renvoie par exemple à la déposition de P0291, P2232, P1339 et d'autres témoins de l'intérieur appartenant à la Séléka, dont P2105, P0338, P1167 et P2563, dont la déposition nous donne un aperçu de la situation en République centrafricaine en 2013 et sur les faits dont ils avaient personnellement connaissance. L'accusation fait non valoir qu'aucun de ces 2 témoins à décharge n'offre un témoignage capable de jeter un doute sur les preuves de fond présentées par le procureur dans cette affaire. L'absence d'organisation des groupes d'autodéfense. Nous faisons valoir, plutôt la défense fait valoir au paragraphe 180-184, 223 et 228 que les anti-Balaka manquaient de structure, d'organisation et de capacité logistique ou opérationnelle. Honorable juge, la preuve démontre le contraire, et ce pour les raisons suivantes. Tout d'abord, l'accusation fait valoir que les forces pro-Bozizé, devenues par la suite les anti-Balaka, ont maintenu une structure de commandement efficace adaptée à leurs circonstances. Il est incontesté qu'avant le 24 mars 2013, Bozizé commandait les forces armées nationales, notamment les FACA. Par conséquent, ces forces bénéficiaient déjà de la présomption légale d'organisation suffisante. Je vous renvoie à l'affaire Delalich, jugement, paragraphe 231. Et sur la base de ce jugement, le procureur soumet que, quelle que soit la classification juridique de ces forces loyales à Bozizé, au lendemain du 24 mars 2013, ces forces représentaient une partie de la même partie qui était soumise au contrôle de Bozizé avant son éviction, à savoir une partie opposée à la Séléka. Après l'attaque du 24 mars 2013 menée par la Séléka, les forces pro-Bozizé avaient mis en place une structure de commandement avec des chefs militaires pour chaque région, connue sous le nom de Comzone. Vous avez entendu P2232 déposé sur ce point. Il a indiqué que ce terme avait été copié du modèle militaire. Je vous renvoie à la transcription T02, pages 32 à 37 de la transcription anglaise, où P2232 explique que Mokom était le coordonnateur des opérations. Et je cite, « Il a préparé les Comzones pour les attaques. Il leur a enseigné des techniques de combat par téléphone. Les chefs anti-Balaka ont pu communiquer entre eux par téléphone, ce qui les a permis à se coordonner. En utilisant les termes de P1339, il y avait une très bonne communication entre les Comzones
Les forces pro-Bozizé s'est également organisées en sections, comme expliqué par P1339, et ils étaient également identifiés par des gris-gris. Honorable juge, l'objectif clair des anti-Balaka était de chasser la Séléka du pays et de reconquérir le pouvoir, comme l'explique P2232. J'en arrive maintenant au point suivant. Contrairement à ce que la défense affirme au paragraphe 217 à 220 de son mémoire, les forces pro-Bozizé avaient la capacité logistique, la capacité de recruter, de former de nouveaux éléments. Le P1339 a témoigné en expliquant qu'après avoir battu en retraite dans les provinces, les volontaires qui avaient rejoint la force ont été formés sur le maniement des armes par d'anciens soldats FACA. On leur a fourni des armes et comme cela a été expliqué par le P2251 et le P0342, les anti-Balaka utilisaient des armes, certes traditionnelles, façonnées par eux-mêmes, des flèches et des couteaux. Ils avaient des grenades pendant les attaques avec la Séléka, comme l'a expliqué le témoin P2251. Les forces pro-Bozizé, Madame la Présidente, utilisaient également différents moyens de communication. Et ils utilisaient le téléphone et ils utilisaient le courriel également. Et ici, je vous renvoie aux différents courriels, communications par courriel, des principaux protagonistes entre mars et novembre 2013, démontrant que les forces pro-Bozizé ont pris des mesures à terme pour se réorganiser, se réapprovisionner et réarmer leurs forces. Je renvoie au paragraphe 41 du mémoire de l'accusation. Contrairement aux affirmations de la défense, les forces pro-Bozizé avaient la capacité opérationnelle de mener à bien des attaques militaires coordonnées. Madame la Présidente, la réorganisation des forces pro-Bozizé après mars 2013 leur a permis de coordonner leurs attaques. Vous avez entendu, Madame la Présidente, un témoignage selon lequel, le 18 août 2013, les forces pro-Bozizé ont lancé une attaque contre l'Assemblée nationale de Bangui pour perturber la deuxième investiture de Jodogia. Madame la Présidente, les forces pro-Bozizé avaient la capacité de collecter et d'agir sur la base des renseignements collectés et qu'ils utilisaient pendant les attaques. Et comme cela a été expliqué par l'ancienne première ministre de la République centrafricaine P0291, les anti-Balaka s'étaient organisés dans les provinces et ont lancé plusieurs attaques entre août et septembre 2013. En outre, Madame la Présidente, contrairement à ce que prétend la défense, à savoir qu'il y avait un manque de financement des forces pro-Bozizé, l'accusation soutient qu'il existe au dossier des éléments prouvant qu'il y avait suffisamment de financement. Comme l'a expliqué le témoin P2232, le financement venait de la maison de Mokom qui a été utilisé comme caution et de l'argent qui était venu transférer depuis le Cameroun. Je fais référence à la transcription anglaise 102, pages 40 et 41. Et d'ajouter ceci, et je cite, « Ils recevaient de l'argent parce que lors des combats, certains prenaient la fuite et laissaient leurs biens derrière eux, leurs véhicules ou d'autres biens. Alors ils utilisaient ces choses-là pour obtenir de l'argent. Parfois, c'est pourquoi l'accusation soutient que sur la base de ces éléments de preuve, les forces pro-Bozizé étaient bien organisées. J'en arrive maintenant à la prétention de la défense selon laquelle les Séléka n'étaient pas organisés. L'accusation soutient que pendant toute la période visée par les charges, et même avant la capture de Bangui en mars 2013, la Séléka était suffisamment organisée en sorte qu'elle a pu établir, de sorte que l'on a pu établir l'existence d'un conflit armé non international. Je fais référence au paragraphe 21 à 31 du mémoire final de l'accusation. D'abord, l'accusation fait valoir que la Séléka avait bel et bien la capacité de mener des opérations militaires.
En effet, la Chambre a entendu la déposition de témoins de l'intérieur de la Seleka, selon lequel, en mars 2013, les chefs Seleka, y compris Jotodia et Adam, se sont réunis à Sibut et ont planifié des offensives militaires pour capturer Bangui. Les éléments Seleka se sont dirigés vers Bangui et sont entrés dans la ville à partir de directions différentes. Et là, je fais référence à CAR REG 0002-0035. C'est une carte qui est pertinente et annotée par le témoin P2105, indiquant les routes empruntées par les commandants avec leurs troupes pour se diriger vers Bangui. Le 24 mars 2013, la Seleka a lancé une attaque sur Bangui et a renversé le gouvernement de Bozizé. Cela démontre la capacité militaire de la Seleka de mener à bien une opération coordonnée, ce qui a entraîné la chute d'un gouvernement au pouvoir. La Seleka contrôlait un territoire important en République centrafricaine, y compris la capitale Bangui, et ce au 24 mars 2013. Madame la Présidente, après avoir pris le pouvoir le 24 mars 2013, la Seleka a commencé à assurer un contrôle d'une partie beaucoup plus importante du territoire de la République centrafricaine que par le passé. À ce moment-là, ils ont établi un système de points de contrôle pour contrôler le mouvement des personnes au sein de leur territoire. Je fais référence à l'incident de Boerabé survenu en avril 2013 et l'incident survenu au point de contrôle au PK9 en juillet 2013, lorsque les Seleka ont bloqué l'entrée et les points d'entrée et de sortie avec des hommes armés pour empêcher la population de fuir la violence. Pour se maintenir au pouvoir, la Seleka a établi différentes bases, par exemple l'OCRP central, Ngoussiman, le CEDAD, le camp de Roux, camp Kassai et sapeurs-pompiers. Madame la Présidente, un autre facteur démontré par la preuve que nous avons présentée montre que la Seleka avait une structure de commandement en bonne et due forme. Les éléments de preuve montrent qu'avant de devenir président, Jotodia, le chef de la Seleka, donnait déjà des ordres aux membres de la Seleka et que ceux-ci étaient exécutés. Par exemple, vous avez entendu les témoins de l'intérieur P2563 et P1167 déclarer que l'attaque de mars 2013 avait été soigneusement planifiée par les commandants de la Seleka et que les instructions avaient émané de Jotodia. Madame la Présidente, dès qu'ils ont pris le pouvoir, le gouvernement de Jotodia a nommé des membres de la Seleka à des postes importants au sein du gouvernement, comme la sécurité et les finances. Cela a été fait au moyen de décrets officiels. Je fais référence au décret présidentiel CAR-OTP 2004-1597. Un conseil de sécurité nationale a également été érigé par voie de décret présidentiel et des Seleka de haut rang tenaient des réunions hebdomadaires pour évaluer la situation sécuritaire en République centrafricaine. Madame la Présidente, il existe également des preuves au dossier de cette affaire qui prouvent que la Seleka avait une capacité logistique considérable. Vous avez d'ailleurs entendu de plusieurs témoins, notamment P0338, P3056, P1339, P2563, qui vous ont expliqué que lors de l'attaque de mars 2013, les Seleka étaient bien équipés, qu'ils disposaient de véhicules de type militaire, d'armes et d'autres équipements. Plusieurs photographies ont été produites en tant qu'élément de preuve, par exemple la photo portant la référence CAR OTP 20 74 11 24 et CAR OTP 20 42 49 42. Le témoin P2105 a en fait déclaré que chacun des éléments de Seleka disposait d'un AK-47 et d'armes lourdes utilisées par la Seleka. Ils utilisaient des téléphones satellitaires, notamment les Toraya, que les chefs Seleka utilisaient pour communiquer entre eux et pour planifier l'avancée sur Bangui. La Seleka fournissait également à ces éléments des badges à des fins d'identification
signé par Adam. Je fais référence aux badges qui font partie du dossier de l'affaire pour le P2105, P131737 et P2563. De plus, il y avait des camps d'entraînement militaire établis par la Seleka afin de fournir une formation aux éléments. La Seleka avait un système de distribution de la nourriture dans les bases et des uniformes ont été dotés, les éléments ont été dotés d'uniformes. Les Seleka à l'OCRB portaient l'uniforme et des brassards bleus. Tout cela, tous ces éléments qui figurent au dossier démontrent clairement que la Seleka avait bien une structure de commandement et une capacité militaire pour mener à bien des opérations militaires. J'en arrive maintenant au troisième point contesté par la défense, à savoir qu'il n'y avait pas de confrontation armée entre les Antibalaka et la Seleka avant septembre 2013. Au paragraphe 243 à 247, Madame la Présidente, la défense prétend qu'il y avait un manque d'intensité de conflit entre le 24 mars 2013 et la fin d'août 2013. L'accusation s'inscrit en faux contre cela. Madame la Présidente, il est établi en droit que l'intensité et les conflits, ou le critère d'intensité de conflit armé prolongé ne sont pas nécessaires pour que la violence soit jugée comme continue et non interrompue. Le critère essentiel est que la violence va au-delà d'épisodes isolés ou sporadiques. Je vous renvoie, Madame la Présidente, au jugement de première instance Bemba, paragraphe 140. En l'espèce, comme cela a déjà été démontré, il y avait un conflit initial opposant la Seleka et les forces proboscisées vers la fin 2012. Cela a mené à l'attaque de mars 2013 et de la chute du gouvernement de Bozizé en mars 2013. Ce conflit initial transcendait de simples épisodes isolés ou sporadiques. Le conflit était tellement intense que la communauté internationale a dû intervenir et un accord de cessez-le-feu a été signé entre les parties le 11 janvier 2013, mais il n'a pas duré longtemps. Sur ce point, Madame la Présidente, je fais référence au jugement de première instance Ntaganda en son paragraphe 7.2.3, où la Chambre a indiqué que la signature d'accord de cessez-le-feu est une indication que la situation visée par l'accord était suffisamment intense. C'est justement le cas en l'espèce. Lorsque la Seleka a pris le pouvoir le 24 mars 2013, les forces proboscisées ne se sont pas rendues. Elles n'ont pas signé d'accord de paix avec la Seleka. Plutôt, les forces proboscisées se sont regroupées et se sont entraînées dans les provinces. Et d'après le P2232, les Antibalaka ont été formés un mois ou deux après la prise de pouvoir par la Seleka le 24 mars 2013. Par conséquent, Madame la Présidente, les hostilités à l'encontre des Seleka se sont poursuivies. Et là, je fais référence à l'incident de Boirabé, survenu en avril 2013, et à l'incident de l'attaque du 18 août 2013 visant à empêcher l'investiture de Jotoja. En août et en septembre 2013, les forces proboscisées ont lancé plusieurs attaques, comme cela a été expliqué par le témoin P0291. De nombreux civils ont été déplacés, Madame la Présidente, ce qui a poussé le gouvernement Seleka à déployer P0291 à Bossangwa pour traiter cette situation. Je fais maintenant référence au jugement de première instance de Bemba, paragraphe 141, où la Chambre a déclaré que le droit humanitaire international s'applique depuis le début d'un conflit armé et va au-delà de la cessation des hostilités, et ce jusqu'à la résolution pacifique du conflit. Et jusqu'à ce moment-là, le droit humanitaire international continue de s'appliquer sur l'ensemble du territoire
sous contrôle par l'une ou l'autre partie, qu'il y ait combat ou pas. Comme nous l'avons présenté, Madame la Présidente, lorsque la Séléka a pris le pouvoir le 24 mars 2013, les forces pro-Bozizé ne se sont pas rendues et n'ont pas signé un accord de paix avec la Séléka. En fait, Madame la Présidente, en dépit du fait qu'ils avaient pris le pouvoir, la Séléka agissait dans un climat de peur constante d'attaque de la part des forces pro-Bozizé. C'est pourquoi la Séléka n'a eu de cesse de surveiller les forces pro-Bozizé et de recueillir des renseignements sur leurs activités. Par exemple, les membres Séléka ont été envoyés en mission à Zongo par le ministre de l'époque chargé de la sécurité publique, Adam, pendant la période mai à août 2013, dans le but de recueillir des renseignements de sécurité sur les activités des forces pro-Bozizé à Zongo. Ici, je fais référence aux ordres de mission cités au paragraphe 38 du mémoire final de l'accusation. Je vous renvoie également aux différents rapports de renseignement militaire que l'accusation a référencés au paragraphe 25 de son mémoire final. Vous vous rappellerez également, Madame la Présidente, que des réunions de sécurité avaient lieu sur une base hebdomadaire pour parler de cette situation. Par conséquent, Madame la Présidente, l'accusation estime que le droit humanitaire international a continué à s'appliquer pendant la totalité de 2013, y compris pendant la période visée par les charges. J'en arrive maintenant à la dernière prétention de la défense qui conteste la connaissance qu'avait M. Saïd de l'existence d'un conflit armé non international entre avril et août 2013. Madame la Présidente, sur la base des éléments de preuve figurant au dossier, entre le 24 mars 2013 et le 5 décembre 2013, la Séléka est restée active en République centrafricaine. Ils ont continué à former les éléments, ils ont continué à exercer le pouvoir militaire contre la population centrafricaine, ainsi que sur les forces pro-Bozizé. Et la Séléka a quitté Bangui après que M. Jotodia a quitté son poste le 10 janvier 2014. S'agissant de M. Saïd, lorsque la Séléka a pris le contrôle de Bangui le 24 mars 2013, celui-ci a été nommé chef de l'OCRP par Adam, qui était à l'époque ministre chargé de la sécurité publique sous le gouvernement Séléka. Par conséquent, le pouvoir de M. Saïd émanait directement ou découlait directement d'Adam. Il existe des éléments au dossier qui indiquent que M. Saïd avait coopéré avec d'autres chefs Séléka à partir du mois d'avril 2013, et ce pour réprimer la résistance contre le régime Séléka. Dans les circonstances, l'accusation estime que ni M. Saïd ni quelque autre auteur ne pouvait prétendre ne pas savoir qu'il existait un conflit armé non international. Pour conclure, Madame la Présidente, la défense a soulevé des arguments relatifs aux crimes de guerre et ces arguments ne tiennent pas la route. Par conséquent, l'accusation considère que sur la base des éléments figurant au dossier, elle a prouvé au-delà de tout doute raisonnable l'existence d'un conflit armé non international tout au long de la période visée par les charges et la commission de crimes de guerre au sens de l'article 8 du Statut de Rome, ainsi que la connaissance qu'avait M. Saïd de ces crimes de guerre. Et sur ce, j'en ai terminé et je passe la parole à ma collègue, Mme Marie-Jeanne Sardachi. Merci, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges. La greffière d'audience, puis-je demander aux parties et aux participants de bien vouloir ralentir pour aider les interprètes. Ralentissez votre débit, s'il vous plaît. Merci. La juge présidente, merci beaucoup, Madame la procureure. Madame Sardachi. Il nous reste environ 12 minutes avant la première pause du matin. Voilà, pour votre gouverne. Allez-y. Madame Sardachi. Merci, Madame la Présidente. Je pense en avoir pour 15 minutes. Avec votre permission, nous allons
peut-être nous étendre un peu empiéter sur la pause. La présidente, je suis sûr que le greffe n'a pas d'objection, la défense aussi. Si vous pensez avoir besoin de 15 minutes, allez-y. Bonjour Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges. Je vais à présent répondre aux arguments formulés par la défense concernant 4 incidents qui correspondent respectivement aux paragraphes 29G, H, J et N de la décision relative à la confirmation des charges portées contre M. Saïd. Tout d'abord, s'agissant des incidents G et J, dans lesquels 2 soldats FACA sont décédés, la défense critique l'absence d'actes d'enquête médico-légale. Et je me réfère au paragraphe 464, l'incident G des écritures de la défense, et 485 pour l'incident J des écritures de la défense. Bien que l'accusation ait produit des éléments médico-légaux dans certains cas, il demeure que le droit applicable est clair et la jurisprudence constante. La preuve médico-légale n'est pas une condition sine qua non pour établir l'existence d'un crime devant la Cour. Et je vous renvoie à la règle 63.4 du règlement de procédure et de preuve et à la jurisprudence qui a été citée par le premier substitut, Olo Makwaya, en introduction, et que je ne répéterai pas. Pour l'incident G, qui est visé au paragraphe 450 à 467 du mémoire de la défense, la preuve démontre que le soldat des forces armées centrafricaines a été arrêté à Bangui par M. Saïd et ses agents. 2 témoins clés le confirment. P2504 voit M. Saïd et ses éléments mettre le soldat FACA dans leur véhicule et le témoin les a suivis jusqu'à l'OCRB. L'autre témoin, P2607, qui est un membre de la famille du soldat FACA, décrit avoir été bloqué juste avant d'arriver à l'OCRB. M. Saïd est venu dans la rue, a tiré en l'air, ordonnant à ses éléments de ne pas laisser passer P2607 et sa famille. Peu après, P2607 a pu identifier le soldat FACA, après avoir reconnu son pantalon, alors que les jambes de ce dernier dépassaient du véhicule sur lequel était inscrit OCRB. Et je vous renvoie aux paragraphes 20 et 21 de sa déclaration, à la version française qui se trouve à CAR OTP 2127 9527. Le fait que P2607 ne se souvienne pas précisément de la couleur du pantalon de survêtement du soldat ou que certaines incohérences entourent la date de déclaration du décès du soldat FACA ne remet pas en cause que l'ensemble des éléments de preuve établit cet incident au-delà de tout doute raisonnable. En ce qui concerne l'incident J, qui est visé au paragraphe 485 à 492 du mémoire de la défense, l'accusation s'appuie notamment sur 2 témoignages, dont je tairai les pseudonymes pour des raisons de confidentialité. Mais ces témoignages sont directs, détaillés et cohérents. Un des témoins décrit avec précision la scène de l'arrestation. Il relate des faits qu'il a vécus personnellement. Et je vous renvoie au paragraphe 181 à 183 de nos écritures finales. Ces détails concrets sont corroborés par le registre de la morgue et la plainte d'un membre de la famille du soldat FACA, et qui démontrent la fiabilité de son récit. À cela s'ajoute le témoignage d'un insider Seleka qui corrobore la preuve de ce premier témoin. Les 2 récits se recoupent sur des points essentiels, dont le rôle joué par M. Saïd, la violence de l'arrestation, la détention de 2 hommes, et s'inscrivent
dans une chronologie logique. Leur cohérence interne et mutuelle établit la crédibilité de la preuve, au-delà de tout doute raisonnable. En ce qui concerne maintenant l'incident N, qui concerne une victime de l'Arbatachar, enfermée dans la cellule du sous-sol, je répondrai à quelques points soulevés par la défense au paragraphe 507 à 513 de ces écritures. Au paragraphe 507, la défense affirme que la preuve apportée par l'accusation concernant cet incident est faible, car elle est fondée sur un témoignage unique qui concerne, je cite, « une personne non identifiée et à une date non identifiée ». Fin de citation. Le fait que la preuve relative à cet incident repose sur un seul témoin ne constitue pas en soi un obstacle pour fonder une condamnation. Et je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit en introduction par le premier substitut, mais je souhaite simplement rappeler un passage du jugement Abdelrahman qui se trouve cité en page 2 de notre table des autorités. Et je citerai le paragraphe 181. Alors, il s'agit d'une traduction non officielle. Dans le présent jugement, la Chambre a tiré certaines conclusions sur la base d'un seul témoignage, dès lors qu'elle était convaincue que le témoin était à la fois crédible et fiable. Fin de citation. Ceci s'applique pleinement au témoin P1737, dont la preuve apportée est crédible et fiable. Son récit des faits est cohérent et précis. En effet, P1737, agent à l'OCRB, décrit l'arrestation de la personne visée dans les charges. Il est vrai que nous ne connaissons pas le nom de cette personne, mais nous connaissons sa profession, que je tais en public pour des raisons de confidentialité. Nous avons situé la date de son arrestation comme indiqué dans nos écritures, au paragraphe 204. Date que nous avons affinée, certes, au vu de la totalité de la preuve. Par ailleurs, P1737 fournit de nombreux détails. Et je vous renvoie au transcrit français, T44, page 42, ligne 14, à la page 47, ligne 20. Précision aussi du lieu de l'arrestation. La personne visée dans l'incident N a été arrêtée dans un quartier de Bangui, arrestation lors de laquelle M. Saïd était présent, de même que le général Rakis. Et P1737, par sa position de témoin initié, a observé les membres Seleka battre la victime avec des ceintures militaires ligotées selon la méthode Arbatachar et interrogé sur ses liens avec Bozizé. P1737 a déposé que pendant les actes de torture, M. Saïd et M. Adam étaient présents. Et je me réfère au transcrit français T44, page 46, de la ligne 18 à 27. La victime a été enfermée dans la cellule souterraine et l'existence de cette cellule est cohérente avec la preuve fournie sur ce point par d'autres témoins de l'accusation. Pour la preuve de P1737, je me réfère au transcrit T44, version française, T44, page 39, ligne 13, à page 40, ligne 16. Et pour la preuve fournie par d'autres témoins sur l'existence de la cellule souterraine, je vous renvoie aux paragraphes 116, 197, 212 et 271 de nos écritures. Bien plus, l'arrestation et les sévices, qui sont décrits dans l'incident N, ne sont pas un acte isolé. Ces actes sont conformes au schéma systématique que la preuve a relaté tout au long du procès, celui d'arrestation arbitraire, de maltraitance et de torture et de persécution des civils, perçus comme étant partisans de Bozizé. Par exemple, P1737 a aussi participé à d'autres arrestations,
comme celle de P1289. Son témoignage corrobore le récit de P1289 concernant l'arrestation de ce dernier et sa détention. Sa preuve se recoupe donc avec d'autres éléments au dossier. En définitive, le témoignage crédible et fiable de P1737, corroboré par d'autres éléments de preuve, suffit à établir la responsabilité de l'accusé pour cet incident, au-delà de tout doute raisonnable. Enfin, je voudrais terminer en adressant l'incident H, qui est relatif aux personnes arrêtées et détenues à l'OCRB, après avoir été accusées d'avoir distribué un feuillet ou tract appelant à une opération ville morte. Cet incident est visé au paragraphe 468 à 474 des Écritures de la défense. Dans ces paragraphes, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, la défense vous invite à vous baser sur le droit centrafricain pour justifier un défaut de conformité aux garanties procédurales. Toutefois, la loi est claire. La détermination du caractère illégal du crime contre l'humanité d'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique ne se fait pas sur la base du droit national. Le troisième élément pour ce crime, sous l'article 7.1e du statut, est explicite. Ce qui importe, c'est qu'il y ait eu violation des règles fondamentales du droit international. Tout d'abord, pour ce qui est de la base légale de l'arrestation, la défense se réfère à la disposition dans le Code pénal centrafricain sur l'acte de nature à compromettre la sécurité publique, au paragraphe 311 et 468 de ces Écritures. Cependant, la preuve démontre que les arrestations étaient en réalité arbitraires. Par exemple, en ce qui concerne P1743, P0358, P2263, P2295 et P1180, 3 détenus n'ont pas été informés des raisons de leur arrestation. P1743 a témoigné, je cite, « Nous ne savions pas pour quelles raisons nous étions interpellés ou arrêtés ». Fin de citation. Et je me réfère au transcrit français T86, page 32, de la ligne 2 à 4. P2263 a témoigné. « Ils n'ont pas répondu lorsque nous avons demandé pourquoi ils nous amenaient. » Fin de citation. Et je me réfère à sa déclaration, car OTP 2130 6271 au paragraphe 18. P2295 a témoigné qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il a ajouté, je cite, « Je ne savais pas où ils m'amenaient. Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils m'arrêtaient, ni quelle infraction j'avais commis. » Fin de citation. Et je me réfère à sa déclaration en français, car OTP 2135 1852 au paragraphe 15, 16 et 18. Quant à P1180 et P0358, même s'il savait qu'il leur était reproché de renverser le gouvernement, leur arrestation était arbitraire car motivée par des raisons politiques. Il s'agit là, en réalité, d'un acte de persécution. En ce qui concerne en second lieu la violation des droits fondamentaux pendant la détention, P1743, 2263, 2295 et 1180 ont été torturés et détenus dans des conditions inhumaines. S'agissant des actes de torture, la défense parle de contradiction. Elle indique au paragraphe 475 de ses Écritures que les témoins, je cite, présentent des versions très différentes des violences qui auraient eu lieu à leur arrivée à l'OCRB. Fin de citation. Bien au contraire, les récits sont cohérents et se corroborent. Ils ont tous décrit le déshabillement, le fait d'avoir été forcés de s'allonger face contre terre, d'avoir été couverts de boue ou d'un mélange eau-sable, puis sévèrement battus, certains précisant à coups de fouet.
et P2692, détenu au même moment, évoque cette même scène dans sa déclaration. Et je me réfère au paragraphe 33, car OTP 2130 6685. Il témoigne. Je me souviens bien d'un autre cas d'acte de violence. Un jour, un grand groupe de prisonniers est arrivé dans la cour. Les Séléka les accusaient d'être impliqués dans la préparation d'un coup d'État contre Diotodia et dans la distribution de tracts. C'était avant qu'ils ne soient battus. Les éléments qui disaient cela parlaient Sango. Ils ont demandé aux prisonniers pourquoi ils se mêlaient de politique et de la production de documents réclamant la démission de Diotodia, lui qui avait souffert dans la brousse avant d'accéder au pouvoir. Ces prisonniers ont ensuite dû s'allonger par terre sur le ventre et les éléments Séléka ont lancé du sable et de l'eau sur leur dos nu. Ils ont alors été frappés sur le dos avec des chicottes. Après cela, leur dos était en sang. Fin de citation. Pour nier l'existence de ces actes de torture, la défense invoque l'absence de certificat médical au paragraphe 475 de ses écritures. Cet argument ne peut convaincre. Bien sûr, cela aurait été idéal, mais un certificat médical n'est pas nécessairement requis. L'article 69.4 du statut consacre la libre appréciation des preuves et la Chambre évalue leur force probante, même en l'absence de preuves matérielles. Dans le jugement Ongwen, par exemple, qui se trouve à la page 4 de notre table des autorités, et je me réfère aux paragraphes 1471 et 1472, la Chambre a reconnu un viol sur la base d'un récit détaillé et cohérent, sans exigence de certificat médical, tenant ainsi compte des réalités des zones de conflit. En l'espèce, les témoignages sur les tortures subies sont suffisamment circonstanciés et corroborés pour emporter la conviction de la Chambre, au-delà de tout doute raisonnable. De surcroît, la défense, au paragraphe 474 de ses écritures, invoque les différences de peine qui ont été prononcées par le tribunal de grande instance contre 4 détenus pour démontrer que le processus aurait été impartial. Or, une peine, quelle qu'elle soit, ne peut justifier rétroactivement une arrestation arbitraire, des actes de torture, ni des conditions de détention inhumaines. La juge présidente, de combien de temps est-ce que vous avez encore besoin? Je peux finir en 1 minute. La présidente, allez-y. Soulevés par la défense ne sont pas de nature à convaincre. Bien au contraire, la preuve au dossier établit la responsabilité de M. Saïd pour ces incidents, au-delà de tout doute raisonnable. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, en conclusion, non, les actes de torture subis par ces détenus ne sont aucunement justifiables et ne relèvent certainement pas du droit pénal centrafricain. Ils sont punissables en vertu du statut de la Cour. Ils constituent aussi un acte de persécution. L'incident des feuillets ou tracts illustre bien la politique menée par les Séléka, celle de réduire au silence par la violence. Je vous remercie de votre attention et après la pause, ce sera mon collègue Thomas Bifoli qui répondra aux arguments de la défense sur les modes de responsabilité. Thank you very much. La juge présidente, merci beaucoup, Madame Sartashti. Monsieur le procureur, j'ai vu que vous vouliez vous lever. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non? Très bien. Très bien, nous allons donc faire une courte pause maintenant et nous allons revenir dans 30 minutes. Et à ce moment-là, nous entendrons le prochain procureur. C'est Monsieur Bifoli, c'est cela? Oui,
Donc c'est lui qui poursuivra la présentation des arguments de l'accusation. Vous l'avez.